Il y a une idée qu'on oublie trop souvent, qui est pourtant une évidence très troublante même. C'est que le débat sur l'intégration ne commence pas avec l'immigration. Avant même d'accueillir des étrangers venus d'ailleurs, la France a longtemps tenté d'absorber ses propres enfants, de les uniformiser, de les polir et de les rendre semblables. Pas par hostilité, ni même par rejet, mais par obsession de l'unité. Et cette obsession, c'est celle du modèle républicain. Et je pense que vous le connaissez. C'est le fameux une et indivisible. Une idée héritée des Lumières, affirmée par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et inscrite noir sur blanc dans la Constitution révolutionnaire dès 1791. On lit que le royaume est un et indivisible. Puis, en 1793, la République française est une et indivisible. Une formule encore présente dans la Constitution de 1958 qui dit que la France est une république indivisible. Une république qui, pour tenir debout, devait d'abord s'assurer que tout le monde parlait d'une seule voix, littéralement, c'est-à-dire une langue, une école et une histoire. Alors avant qu'on commence à aborder ensemble ce nouveau récit, si ce genre de sujet t'intéresse, si tu veux continuer à entendre ces récits oubliés, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de toi. Chaque geste, même petit, reste très précieux. Merci infiniment pour votre soutien. Sur ce, installe-toi confortablement car ce que tu vas entendre, ce n'est pas une simple analyse, c'est un écho d'un passé très proche, d'un passé qui résonne encore aujourd'hui dans chaque débat sur l'identité, sur l'accueil et sur la place des différences. Tout commence par un choix assumé par la République naissante, qui est de faire du français la seule langue de la nation. Dès 1794, l'abbé Grégoire remet à la Convention un rapport sur la nécessité d'anéantir les patois. À l'époque, seule une minorité de Français parlait réellement le français dit standard. Le reste du pays vit, pense et prie, que ce soit en breton, en occitan, en alsacien, en corse ou encore en basque. Pour les révolutionnaires, cette diversité linguistique est un frein à la République, une menace pour la souveraineté populaire. Il faut donc homogénéiser tout ça. Ce travail de lissage va alors commencer à s'intensifier sous la Troisième République, avec les lois Jules Ferry de 1881 et 1882. C'est alors que l'école devient gratuite, laïque et surtout obligatoire. C'est à ce moment que commence l'entreprise massive de la francisation de tout le pays. Et les Bretons dans cette histoire vont vraiment en faire les frais. Dans les écoles publiques, les élèves surpris à parler le breton se voient punis et humiliés. Certains instituteurs leur accrochent un symbole de honte, un sabot en bois passé de coup à coup ou un morceau de bois marqué d'un S pour signaler qu'ils ont parlé la mauvaise langue. On lit parfois la formule suivante. Il est interdit de parler breton et de cracher par terre. Néanmoins, cette pancarte popularisée plus tard est très probablement apocryphe, car les historiens rappellent qu'aucune source officielle ne le mentionne. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'usage du breton était sanctionné et que l'école a contribué à marginaliser durablement les langues régionales. Cette francisation du breton, comme celle des autres minorités régionales, s'accompagne d'une série de stéréotypes. On les dit rustres, fermés, têtus, superstitieux, arriérés, bref, pas tout à fait français. Ou du moins, pas encore. L'assimilation commence donc à l'intérieur même de la France bien avant les immigrés, avant les colonies et bien avant les débats sur l'islam ou encore sur les prénoms. Elle commence d'abord chez les Français dits de souche. Et c'est là que le sujet prend toute sa complexité. Car très tôt, la République développe une doctrine qui confond l'unité et l'uniformité. C'est-à-dire, être citoyen, ce n'est pas seulement voter ou payer ses impôts. Non, non, non. C'est parler la même langue, penser selon les mêmes normes, épouser la même vision du monde. C'est en somme
abandonner une partie de soi pour devenir un membre du tout. Ce modèle, je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit bien évidemment de celui de l'assimilation. Le mot est fort, clair et sans ambiguïté. Assimiler, c'est faire paraître les différences pour produire de l'identique. C'est un effacement volontaire ou contraint. L'intégration, à l'inverse, propose un autre chemin. Elle repose sur l'idée que l'on peut appartenir à plusieurs mondes à la fois, qu'on peut s'inscrire dans une communauté nationale tout en conservant les attaches culturelles, religieuses et linguistiques. C'est un modèle plus souple, fondé sur la réciprocité, c'est-à-dire l'individu fait un pas vers la société, mais la société elle aussi fait un pas vers l'individu. Mais cette distinction entre assimilation et intégration ne devient centrale dans les discours politiques qu'à partir des années 1970, lorsque la France bascule, avec l'arrêt de l'immigration du travail, le regroupement familial, puis l'institutionnalisation du vocabulaire de l'intégration dans les années 1980 à 1990, avec le Haut Conseil à l'intégration et son premier rapport de 1991. Alors une question se pose. Pourquoi ce basculement? Eh bien, c'est parce que la France change. C'est parce que la décolonisation est passée par là. Parce que l'immigration post-coloniale d'Algérie, du Maroc ou encore du Sénégal met en lumière les limites du vieux monde. On ne peut plus exiger l'effacement total, ou du moins on ne peut plus le dire aussi frontalement. C'est alors qu'on parle d'intégration, un mot qui est plus doux et plus consensuel. Dans les faits, le mot change, mais la logique reste la même. Et ce n'est pas une nouveauté. Déjà dans les années 1920-1930, plus de 500 000 Polonais vivent en France, dont environ 200 000 concentrés sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Venus travailler dans les mines, ils sont eux aussi confrontés à une forte pression à l'assimilation. On les accuse de parler une langue étrangère, de rester entre eux et de ne pas vouloir devenir français. Dans un contexte de crise, les slogans hostiles circulent dans certaines communes et même des expulsions collectives marquent les esprits, comme celle de Leforest en 1934, où des miniers grévistes sont renvoyés vers la Pologne. Même entre Européens, la différence culturelle suffit à alimenter la méfiance. Les prénoms polonais sont souvent adaptés à la française dans la vie courante, bien évidemment sans qu'aucune loi ne l'impose encore. Dans les Corans, on conseille les familles de faire profil bas, d'éviter de trop afficher leurs traditions, même si des paroisses et messes en polonais continuent à faire vivre leur identité. Et c'est une constante dans ce modèle. Peu importe votre couleur de peau ou votre origine ethnique, l'essentiel est de ne pas rappeler qu'on vient d'ailleurs, car on appartient désormais à une autre nation. Et c'est là toute l'ambiguïté du discours républicain. On proclame la diversité tout en la craignant. On parle de pluralité tout en exigeant la neutralité. On valorise la différence, à condition bien évidemment qu'elle ne se voit pas trop. Cette tension permanente vient du fait que la France n'a jamais vraiment su trancher. Faut-il accueillir les différences ou les dissoudre? Faut-il ouvrir la porte ou inviter à se fondre dans le décor? Ce que l'on appelle intégration n'est donc bien souvent qu'une assimilation qui ne dit plus son nom. Mais alors, que produit ce modèle dans les faits? Quelles sont ses conséquences réelles sur les vies, sur les trajectoires, sur les imaginaires? Est-ce que l'intégration à la française permet vraiment de créer un sentiment d'appartenance? Ou bien donne-t-elle parfois le sentiment d'être traité comme un citoyen de seconde zone? D'abord, il faut rappeler qu'il y a dans la promesse républicaine quelque chose de noble. L'idée que chaque individu, quelles que soient ses origines, peut devenir pleinement citoyen, pourvu qu'il respecte les lois et les valeurs de la République. C'est une vision universaliste, héritée des Lumières, qui affirme l'égalité en droit, en devoir et en dignité. Mais cette promesse, aussi belle soit-elle, se heurte parfois à la réalité. Et cette réalité est faite de soupçons, de silence, et c'est là que les critiques s'élèvent, souvent à contre-courant du discours officiel.
Des sociologues comme Dominique Schnapper ou encore Jacques Barrot ont montré les ambiguïtés du modèle français entre universaliste proclamé et la reconnaissance limitée des appartenances. Et ce constat, le rapport Tuot de 2013 l'a formulé noir sur blanc, rédigé à la demande du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Ce rapport appelait à une société inclusive et rappelait que l'intégration ne doit jamais signifier la disparition, l'effacement ou la négation des origines. En d'autres termes, il dénonçait le risque d'une intégration qui, dans les faits, prend parfois des airs d'assimilation forcée, et il posait une question simple, presque provocante. Peut-on réellement accueillir des personnes différentes si l'on refuse de voir cette différence? Car ce refus se lit dans les chiffres, dans les trajectoires, dans les institutions. Ce décalage entre le discours universaliste et les pratiques concrètes crée un sentiment profond d'injustice, des mises à l'écart, comme si, malgré les efforts, on restait toujours un autre, un invité ou un toléré. C'est dans ce contexte que le psychologue canadien John Berry propose un modèle précieux pour comprendre les stratégies adoptées par les individus confrontés à la culture dominante. Selon lui, il existe 4 grandes options. D'abord, l'assimilation. C'est le choix ou parfois la contrainte de couper les ponts avec sa culture d'origine pour adopter pleinement celle du pays d'accueil. Cela peut fonctionner, mais au prix d'un sacrifice, l'amputation de l'histoire personnelle, de la langue et des racines. Ensuite vient l'intégration, l'idéal théorique, celui où l'on garde des éléments de sa culture d'origine tout en adoptant les règles communes. Cela suppose une double ouverture, du côté de l'individu, mais aussi de la société d'accueil. Et c'est souvent là que le bât blesse. La troisième stratégie, c'est la séparation. Elle consiste à rester entre soi, à maintenir une distance avec la société dominante, et ce n'est toujours pas un choix. Parfois une réaction à un rejet répété, une forme d'autodéfense identitaire. Et enfin, il y a la marginalisation. C'est le pire des cas, l'isolement total, quand on n'est ni reconnu dans sa culture d'origine, ni accepté par la société d'accueil. C'est là que naît la détresse, le repli, parfois la radicalité. Selon John Berry, c'est le modèle intégratif qui donne les meilleurs résultats, mais à condition qu'il soit sincère, c'est-à-dire fondé sur une reconnaissance réelle de la diversité et non sur une tolérance de façade. D'autres pays ont tenté d'emprunter cette voie. Le Canada par exemple, qui a inscrit le multiculturalisme dans sa loi dès 1971, avant de la formaliser par la loi sur le multiculturalisme canadien en 1988. Au Canada, la coexistence des cultures n'est pas perçue comme un problème, mais comme une richesse. Les politiques publiques y sont construites autour de la reconnaissance, de la représentation et de la médiation. Au Royaume-Uni ou en Allemagne, le modèle diffère. Il existe sur certains aspects une reconnaissance plus explicite des identités communautaires qu'en France. Cela ne signifie pas que les débats y sont inexistants. Ils y sont tout aussi vifs, mais la reconnaissance des identités n'est pas aussi tabou que dans le modèle français. À l'inverse, le modèle français reste crispé autour de l'universalisme, comme si reconnaître la différence culturelle menaçait l'existence, comme si affirmer une double identité risquait de créer une communauté. Un mot devenu suspect, synonyme de division. Mais cette crispation a un prix humain. Chez beaucoup de jeunes issus de l'immigration, comme on aime les appeler, on observe ce que certains chercheurs appellent aujourd'hui une fatigue identitaire, une tension constante entre ce que l'on est, ce que l'on montre et ce que l'on croit devoir cacher. Un épuisement à force d'essayer de cocher toutes les cases, d'être irréprochable, d'éviter le moindre faux pas. C'est aussi ce que l'on appelle parfois le syndrome du bon élève. Faire plus d'efforts, parler mieux, s'habiller mieux, réussir plus pour compenser un soupçon toujours présent. Ce stress identitaire ne touche pas seulement les personnes immigrées, il atteint aussi leurs enfants et leurs petits-enfants.
comme si la dette de l'intégration ne s'éteignait jamais, comme s'il fallait constamment prouver sa loyauté, sa normalité et sa conformité. Alors, si ce modèle fatigue, s'il exclut, s'il ne tient pas ses promesses, vers quoi peut-on se tourner? Parce que changer de modèle, ça ne se décrète pas. Ça commence souvent par une étincelle, un projet, une initiative discrète mais tenace. Et parfois, ça prend racine. En Seine-Saint-Denis, depuis plusieurs années, des ateliers comme ceux du programme Coexiste rassemblent des jeunes de tout horizon pour parler de ce qui divise et de ce qui unit. On y parle de préjugés, de discrimination, mais surtout on y apprend à se regarder autrement, sans filtre, sans caricature. On y apprend à dire « je ne suis pas ton ennemi ». Ailleurs, des enseignants organisent des semaines de la diversité, invitent des figures issues de la pluralité française, exposent des récits alternatifs. Pas pour célébrer la différence, comme une vitrine folklorique, voire même exotique, mais pour rappeler à tous que cette différence est déjà là, et qu'elle fait partie du nous. Même au sommet de l'État, certains tentent timidement de faire bouger les lignes. Le rapport Tuot, encore lui, ne s'est pas contenté de critiquer, il a proposé des pistes concrètes. Reconnaissance des compétences linguistiques multiples, valorisation des parcours de résultats, meilleure représentation dans les instances publiques. Alors on est d'accord, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais ça reste du pragmatisme. Dans l'ombre, des associations travaillent sans relâche. Elles accompagnent des familles, forment des médiateurs, créent du lien. Ce tissu invisible est souvent le dernier rempart contre la fracture. Mais derrière tout cela, une idée nouvelle émerge, doucement, et je vous le donne en mille, il s'agit bien de l'interculturalisme. Pas l'assimilation, pas même l'intégration, c'est encore autre chose. L'interculturalisme, c'est ce modèle qui ne demande pas de gommer sa différence pour entrer dans le cadre, mais bien au contraire, elle propose que les cultures dialoguent, qu'elles se rencontrent, s'influencent mutuellement. Ce n'est pas le relativisme mou, où tout se vaut, c'est un modèle exigeant qui demande de la curiosité, de la confiance et parfois de l'inconfort. Il suppose qu'on accepte de se laisser déplacer, de reconnaître que certaines façons de faire, de penser, d'habiter le monde ne sont pas les nôtres, mais qu'elles méritent d'exister, et mieux encore, qu'elles peuvent nous enrichir. C'est aussi un modèle qui reconnaît le conflit, qui ne nie pas les tensions, mais qui les considère comme normales dans une société vivante, et qui cherche à les dépasser sans s'effacer. L'interculturalisme, c'est peut-être ce troisième chemin, celui d'une France qui n'impose pas une norme unique, mais qui construit un espace commun à partir du récit multiple. Un modèle qui s'est déjà institutionnalisé dans des pays comme le Canada, la Suisse ou la Belgique, mais qui reste encore largement émergent en France. Et justement, les récits, parlons-en. Car ce qui manque peut-être le plus aujourd'hui, ce ne sont pas des lois, ce sont des symboles, des figures, des histoires dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Mais attention, cela ne veut pas dire instaurer partout des personnes subsahariennes, nord-africaines ou encore asiatiques, juste pour montrer la diversité du pays, mais plutôt de faire connaître les figures issues de cette diversité qui ont vraiment participé à l'histoire de France. Il y a tant de héros oubliés, des bâtisseurs invisibles, d'éclaireurs venus d'ailleurs, mais profondément enracinés ici, comme Senghor, mobilisé comme soldat de l'infanterie coloniale en 1939 et fait prisonnier en 1940 avant d'être libéré en 1942, poète et futur président du Sénégal. Missak Manouchian, résistant arménien exécuté par les nazis. Gisèle Halimi, avocate et militante née à La Goulette, en Tunisie. Frantz Fanon, penseur martiniquais de la décolonisation, et tant d'autres qui méritent de figurer dans les manuels scolaires. Ces figures ne sont pas à mettre à côté du récit national. Elles en font partie, elles l'incarnent dans toute sa complexité. Et c'est peut-être là que tout commence, dans les récits. Car une nation, avant d'être une administration, c'est une narration. Si cette narration exclut, si elle oublie, si elle sélectionne, alors elle échoue. Elle produit du doute et parfois du rejet.
Mais si elle s'ouvre, si elle s'élargit, si elle accueille, alors elle peut rassembler, guérir et transformer. Le vivre ensemble, ce mot galvaudé, ne naît pas d'un décret. Il se fabrique dans les détails, le quotidien et l'ordinaire. Il naît dans le regard qu'on pose sur lui, qui n'a pas les mêmes codes, dans la manière dont on accueille un accent, un prénom, une croyance. Il naît dans les choix éditoriaux, dans les recrutements, dans les discussions autour d'un café. Il naît surtout dans la réciprocité. Pas de vivre ensemble sans reconnaissance mutuelle, sans effort partagé, car ce n'est pas à l'un de tous aider pendant que l'autre garde le cadre. Ce n'est pas à l'un de se taire pendant que l'autre raconte l'histoire. Alors oui, la question du départ était assimilation ou intégration. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question. Peut-être que la vraie interrogation, celle qui nous traverse tous, est celle-ci. À quoi voulons-nous que ressemble la France de demain? Une France qui accueille sans effacer, une France qui unit sans uniformiser, une France qui reconnaît ses héritages sans les sacraliser. Et toi, qu'en penses-tu? Selon toi, quel modèle devons-nous défendre aujourd'hui? Faut-il continuer à parler d'assimilation, d'intégration, ou faut-il ensemble inventer un autre chemin? Dis-le-moi en commentaire, car ce débat, il ne se résout pas en monologue, il se construit en dialogue. Et si ce contenu t'a parlé, si tu veux soutenir cette démarche, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Même symbolique, ton soutien compte énormément. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, surtout à celles et ceux qui vivent à la croisée des mondes.